On était parti sur Alice au Pays des Merveilles, en premier lieu. Et quand j'ai lu Alice au Pays des Merveilles, il me manquait quelque chose en fait. Donc j'ai commencé à lire De l'autre côté du miroir. Et puis il manquait toujours quelque chose. Ça allait mieux, mais il me manquait encore quelque chose. Et puis j'ai commencé à lire toutes les œuvres de Lewis Carroll et je me suis aperçue en fait que c'était une sorte de jeu de piste, d'œuvre en œuvre, qu'on reconnaissait des choses, que des choses se faisaient écho, etc. Ensuite, j'ai commencé à lire tous les surréalistes qui se sont inspirés de Lewis Carroll, tous les poètes. Donc en fait, dans cette adaptation-là, il y a beaucoup de références, Il y a la base en fait, et puis il y a cette pièce-là de Lewis Carroll qui s'appelle Sylvie et Bruno, dont j'ai pris la structure en fait, c'est-à-dire deux mondes parallèles, le monde réel et un monde au-delà, avec une porte entre deux et qui correspondent jusqu'à ce que les deux univers se mêlent, se mélangent, s'imbibent l'un l'autre. Et puis aussi, il y a une chose qui était assez extraordinaire, je raconte souvent ça parce que c'est assez poignant, c'est-à-dire qu'en lisant toute cette littérature-là, pendant la période où je faisais l'adaptation, je rêvais, bien sûr on rêve toujours beaucoup, mais je me souvenais de mes rêves le lendemain, mais de façon très très forte, très intense. Et aussi, j'avais des morceaux de dialogue. Chaque adaptation est très différente, parce que nous, on a l'habitude de faire ce genre de choses. Mais là, tout d'un coup, c'est très particulier. C'est comme si dans les rêves se construisaient des choses, se mélangeait en fait toute cette matière-là. Et le lendemain, je me réveillais avec des dialogues, des idées, donc je notais tout au matin. Et le soir, avant d'aller me coucher, je retravaillais les choses et ça se redéposait. Et donc, du coup, ce jeu de piste, en fait, c'est amené en fait, à cette Alice qui se joue aujourd'hui au Théâtre du Chêne Noir et qui mélange toute cette matière et aussi tous ces échos qu'a envoyé Lewis Carroll à son époque, qui sont vraiment très, très denses, en fait. Et puis les images aussi, parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup d'images. Donc les images faisaient appel aux mots, les mots amenaient des images. Tout ça s'imbriquait, se mélangeait, se déposait, émergeait. C'était comme un rêve en fait, même la construction même du spectacle en amont. Bien, nous, on aime bien quand les comédiens ne sont pas contraints par l'image, mais c'est l'image qui se met au service de la dramaturgie et au service aussi du plateau. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire à un comédien, bah voilà, maintenant tu as 5 secondes, parce que ma vidéo dure 5 secondes. On a un système qui permet en fait de suivre les comédiens et de faire apparaître la vidéo quand on le sent, quand on en a besoin. Et donc du coup après, dans la conception même des images, là oui, ça a été beaucoup plus complexe, parce qu'au départ, on ne savait pas trop ce qu'on allait vous faire. Enfin, tu vois, on a toujours, il y a le dessin animé de Walt Disney qui bien sûr est présent, c'est presque un truc dans l'imaginaire collectif qui est très très fort. Il y a aussi celui de Burton, enfin, et puis il y a les illustrations aussi qui étaient dans les livres de Lewis Carroll, qui étaient très très importants, parce que lui il a fait appel à des dessinateurs pour donner vie, ou en tout cas donner corps à son Alice, qui normalement dans la vie était brune, et puis là elle se retrouve blonde. Enfin bon, en tout cas il y avait tout ça, et puis moi j'ai voulu m'en détacher par rapport aux images, et comme Gaël faisait un travail d'adaptation sur plusieurs matières, bah moi j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je suis pas fait une psychanalyse, mais je suis retourné dans mon enfance à moi, et j'avais en fait cette idée de baleine dans le ciel. En fait, ça c'est la première idée qui est venue. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand j'étais petit, quand je suis arrivé en France, j'ai lu une bande dessinée que je ne comprenais absolument pas, qui était Broussailles dans le journal de Spirou. Et Broussailles, en fait, il voit apparaître dans le ciel de Paris, tu vois, au-dessus des toits de Paris, des baleines. Et moi, en tant qu'enfant, ça m'avait fort marqué, tu vois. Et donc là, bah, grâce à la 3D, grâce aussi à ce que j'arrive moi à faire maintenant, bah, c'était le point de départ, c'était on enlève les éléments qui sont normalement, par exemple, dans l'eau, pour les mettre dans l'air. Et ça a été ça, toute la quête, en fait. Dans la forêt, on a des raimentas qui volent autour des arbres. Ce monde aquatique, en fait, effectivement, la première image était une image d'instinct. Ces baleines dans le train, là, où on s'est dit, enfin, on se demandait, on cherchait. Et je lui dis, mais c'est super beau, c'est ce qu'il nous faut. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est que ça faisait vraiment écho au texte. Puisqu'en fait, effectivement, dans chacun des poèmes, on parle de poissons. Et donc, et puis il y a des références à Cocteau aussi, parce que Cocteau s'est beaucoup aussi appuyé sur Lewis Carroll et tout ça. Et c'est un monde liquide en fait, au-delà des miroirs. Il y a toute cette, en fait, cet imaginaire-là.
Et du coup, quand on a eu en fait encore une fois cette cohésion entre l'image et le texte, du coup tout est sorti de là aussi, parce que c'est quand même la dramaturgie. Nous, on part vraiment du fait qu'un texte, on le choisit parce que l'image va pouvoir aussi voyager à travers et que ça ne va pas être accessoire. Donc là, vraiment, on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait pour ça. Oui, et puis l'image, en fait, elle permet d'amener l'onirisme. Si c'est pour mettre du réel, ça nous intéresse moins. Enfin, en tout cas, c'est pas notre recherche dans l'image. Et là, c'est vrai que de toute façon, elle part au pays des merveilles, enfin, en tout cas de l'autre côté du miroir. Et donc, il fallait inventer un monde qui soit pas celui de Burton, qui soit pas non plus celui, qui nous soit plus proche aussi à nous de ce qu'on est nous. Alors les masques, ils ont été faits par Thierry Hett et Vanessa Clément, qui sont, en fait, ils ont une compagnie de théâtre de rue, et mais ils font un peu de tout, ils sont un peu touche à tout, ils sont vraiment géniaux. Ouais, c'est des artistes complets. Et comme nous, on n'avait jamais travaillé ni avec des masques et qu'on ne sait pas faire des masques et que eux, ils font des marionnettes Voilà, et tout ça, à on leur a à taille dit, humaine, donc on s'est dit, mais l'ossature, on leur a proposé en tant que partenaire artistique, comme on a proposé à Clément en tant que compositeur, on leur a proposé de dire voilà, nous on travaille sur Alice, dans une sorte de monde imaginaire comme ça qui serait soit celui du Pays des Merveilles ou en tout cas celui de l'autre côté du miroir. Est-ce que ça vous intéresserait à vous de travailler sur des masques, puisque par rapport aux cages, comme on disait tout à l'heure, enfin dans certains établissements psychiatriques, ils mettaient des cages autour de la tête des patients pour pas qu'ils puissent mordre ou pour pas que voilà. Et donc du coup on était parti, ça c'était la base de départ, c'était des cages qui porteraient autour d'eux, et donc on leur a laissé carte blanche pour créer leur propre chat, leur propre lapin, leur propre cavalier. Donc le premier a été trouvé. Les autres sont arrivés petit à petit, ils avaient la structure, ils avaient des têtes qui représentaient les têtes des comédiens, ils avaient pris les tours de taille et tout ça, donc ils travaillaient dans leur atelier. Et petit à petit, une fois que le premier a été trouvé, les autres sont arrivés très très vite. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas gardé, qu'on a été obligé d'enlever parce qu'on trouvait que le chat était vraiment magnifique. Et on avait Gros Coco qui était un œuf. Bon. Et il marchait pas du tout. Ouais, il marchait pas. Mais donc, alors du vraiment coup, ça les a ouais. pas du tout Voilà, gênés. ils se sont dit bah c'est pas grave. Donc ils ont fait un travail fabuleux. Non, on était en très admiratifs parce que c'est très difficile, je trouve, de trouver des artistes qui vont tout d'un coup se mettre complètement au service d'un autre univers, parce qu'eux, ils ont leur univers à eux. Hein. Ils se sont mis complètement à notre service, au service de notre univers. Ils l'ont construit avec nous, ils ont été hyper malléables. Et ça, c'était un bonheur, parce que trouver des partenaires comme ça, c'est de l'or, quoi. Et ils ont fait un travail absolument fabuleux, parce que leurs masques sont à la fois terrifiants, à la fois poétiques, à la fois très beaux. Et puis en fait on travaillait aussi ensemble dans le sens où ils ont commencé à proposer des choses, et je leur disais j'aime bien en fait cet aspect un peu usine, en fait, cet aspect un peu fer, boîte de conserve. Il me dit oui, bah alors on va travailler là-dessus, en fait, que sur des matériaux de récup autour du fer. Et c'est vrai qu'ils sont absolument magnifiques. Bah, la musique, en fait, au départ, bah, c'est toujours pareil. On travaille depuis très longtemps maintenant avec Clément Altaos, qui joue dans le spectacle et qui chante dans le spectacle. Voilà. Et c'est toujours pareil. Au même titre que nous, on se met en danger par rapport au texte qu'on va choisir et par rapport à la dramaturgie qu'on va mettre en place et aux images qu'on va essayer de trouver dans les spectacles. Clément, lui, à chaque fois, là, la seule contrainte que moi j'avais donnée en tant que metteur en scène, c'est que moi je voulais du piano. Parce que j'imaginais le début de ce spectacle avec une femme qui entendait un morceau de piano, et donc ça a été la seule contrainte qu'il ait eu au départ. Et ensuite, après Gaël parlera des textes et du pourquoi des chansons et tout ça, mais c'était vraiment la première contrainte. Mais ça suffit pas, parce que juste un piano, en fait, c'est pas assez harmonique. Enfin, ça crée quelque chose de... Et on avait besoin, par exemple, pour la Reine Rouge. Et donc là, il a créé tout un système avec des pédales qui enregistrent, enfin il enregistre son propre son qui joue, et donc il peut le faire tourner en boucle, et pouvoir mettre d'autres instruments par-dessus. Lui, son instrument de prédilection, c'est quand même la guitare, donc du coup il me l'a proposé pour le cavalier, où tout d'un coup on change de sonorement, où on passe. Et puis il fait pas que la musique, Clément, il fait aussi tout ce qu'on appelle univers sonore, c'est-à-dire que comme l'image
l'image ne se suffit pas à elle-même. On va au cinéma, s'il n'y a pas de son, on ne comprend pas bien ce qui se passe sur l'écran, on voit, on analyse, mais non, c'est... Et donc du coup, toutes les vidéos ont des sons aussi, et donc ça a été aussi un énorme travail pour lui. Au départ, j'avais laissé dans l'adaptation du tout départ les chansons en anglais parce que je me suis vraiment dit, en termes de sonorité en fait musicale, c'est très riche, c'est très très riche. L'écriture est absolument magnifique. Après, dans les traductions, on peut obtenir des choses belles, mais en anglais, quand même, ça sonnait magnifiquement bien. Donc, je lui ai juste laissé le choix. Je lui ai mis les deux. Et j'ai dit, voilà, maintenant tu choisis. Il a gardé une seule chanson, en fait, en français, qui est celle du Cavalier, parce qu'il trouvait que celle-là sonnait bien. Et puis, il avait envie, puis on avait envie aussi que l'esprit, les sonorités de Lewis Carroll soient quand même là. Parce qu'une traduction, voilà, elle est très belle et très complète, mais voilà, la langue quand même d'origine. En fait, c'est des poèmes à la base. C'était des poèmes qu'on a décidé ensemble de mettre en musique aussi avec Clément. Donc forcément, les poèmes en langue originale. Oui, ouais. Puis lui, il avait envie de travailler sur cette sonorité-là. Donc encore une fois, nos partenaires, on les chouchoute aussi. Leurs envies sont les bienvenues. Voilà.